Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Culture Nutrition. Pour ce 29e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Boué, qui est le cofondateur d'Hydratis, que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes adepte de l'émission Qui veut être mon associé. Et donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais aujourd'hui on va l'écouter, puisque j'ai le plaisir de le recevoir au micro du podcast Culture Nutrition. Bonjour Jérémy et bienvenue. Bonjour Grégory, merci. Écoute, merci à toi de venir partager ton expérience autour de la création de la marque Hydratis qui est assez jeune. Et si je reprends les 4 utilisations d'Hydratis telles que vous les décrivez dans votre communication, il s'agit du sport, alcool, senior et bien-être. C'est les 4 segments de la gamme dans leur ordre d'apparition à l'écran sur votre site internet. Est-ce que cet ordre correspond aux parts de marché que vous avez sur chacun de ces segments ? Alors oui, effectivement, il y a une logique derrière. Donc, on s'adresse pas forcément qu'à 4 occasions ou qu'à 4 types de personnes. Hydratis, on va vraiment venir justement apporter une solution à la problématique de l'hydratation. Mais effectivement, le sport, c'est un élément essentiel, c'est une occasion essentielle chez Hydratis, puisque forcément, dans le sport, l'hydratation est importante pour la performance, mais la récupération aussi. Et les sportifs sont sensibilisés à ça. Ça marche très bien après une consommation d'alcool. Donc voilà, là c'est vrai que c'est une communication qui marche bien parce que ça fait sourire, le bouche à oreille est très fort sur cette occasion-là. Mais bien évidemment, on va toucher les seniors, on va toucher aussi le bien-être au quotidien. Donc l'énergie, ça c'est important. Et quelques pathologies aussi. En fait, il y a certaines maladies qui déshydratent ou des traitements qui déshydratent qui sont diurétiques. Ok. Si on rentre dans le détail de chacun des produits, sauf erreur de ma part, en fait, c'est une composition unique, la formule, mais elle est déclinée en plusieurs parfums, en l'occurrence 8, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la composition des produits ? Ouais, donc je pense que ça c'est une particularité d'Hydratis, c'est qu'Hydratis c'est une marque spécialisée sur l'hydratation du corps qui propose un seul produit. C'est la même formulation scientifique qui est déclinée en 7 parfums permanents. Et après, parfois, il y a des éditions limitées qui arrivent l'hiver, par exemple, à boire chaud ou des parfums un petit peu exotiques pour l'été. Donc, le format, c'est le même tout le temps. Donc, c'est des tubes de 20 pastilles effervescentes. Donc, il faut mettre une pastille dans un verre d'eau et ça va l'enrichir avec des sels minéraux. Donc, on va retrouver différents minéraux et oligo-éléments comme du magnésium, zinc, potassium. Il va y avoir un petit peu de glucose et de sodium qui sont essentiels dans la formulation, qui va permettre en fait au corps d'absorber plus rapidement et plus efficacement l'eau. Tu parlais de formulation d'un point de vue technique. Je crois que pour cela, tu as fait appel à une équipe scientifique, mais on va y revenir un peu plus tard parce que tu as un parcours qui est atypique et qui n'est pas forcément scientifique pour le coup. Comment tu as fait pour trouver les bonnes personnes pour t'accompagner sur le développement des formules Hydratis ? Il n'y a pas de secret, hein. Faut vraiment être dans l'action. Donc, au début, on essaye de contacter qui on peut, soit dans son réseau, soit via Internet, avec des gens qui sont déjà dans le secteur. Et puis, petit à petit, en fait, on trouve les bons intervenants. Donc, c'est vrai qu'au début, on a travaillé avec des professionnels de santé qui nous ont guidés et un cabinet scientifique et réglementaire. Parce que forcément, ce sont des allégations. Donc, ce qu'on met sur le packaging, c'est légal, hein. On ne peut pas mettre ce que l'on veut. Et aujourd'hui, on est vraiment content puisqu'on a internalisé une grande partie, c'est-à-dire qu'on a une scientifique qui nous a rejoint et il y a même un deuxième scientifique qui va venir compléter cette équipe. Et donc, cette équipe Hydratis, elle est composée de combien de personnes aujourd'hui ? Alors, on a commencé à 2, donc moi j'ai commencé avec mon associé Théo, on s'était rencontrés à Sydney en Australie à l'âge de 20 ans et aujourd'hui on est 12, mais on devrait être environ 20 à la fin de l'année. Et vous êtes basé où concrètement, le siège de l'entreprise ? Parce que je crois que vous avez une particularité, c'est que 100% de l'entreprise est en full remote, c'est ça ? Alors, effectivement, il y a eu des posts comme ça LinkedIn qui ont circulé. Donc, effectivement, nous, la liberté, c'est quelque chose d'assez important. Ça n'empêche pas forcément le succès et de bonnes conditions de travail. Maintenant, la cohésion d'équipe, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Donc, malgré tout, la plupart de l'équipe est basée à Paris, physiquement. On a nos bureaux aussi pour accueillir tout le monde à Paris. On est vers Saint-Lazare. Mais effectivement, mon associé, par exemple, est parti s'installer à Lisbonne. Ah oui. On a des gens à Nantes, à Dijon. Donc voilà, et puis
il y a pas mal de télétravail qui peut s'organiser aussi. Donc voilà, on a un peu cette liberté des boîtes modernes en fait, et qui sont notre chance aussi dans notre secteur d'activité, puisqu'on n'a pas un métier, on a besoin d'être présent physiquement tout le temps. Toi, personnellement, tu es parisien? Je suis parisien, mon associé aussi, et je suis toujours basé à Paris. D'accord. Et pour compléter sur l'équipe, donc sur la douzaine de personnes, vous avez internalisé le savoir-faire de formulation, de marketing, j'imagine, Ouais. mais toute la partie, commerciale et industrielle, fabrication, elle est outsourcée? Alors bien évidemment, hein, on n'a Mmh. pas encore développé, notre usine, on est trop petit pour ça. Donc on travaille en fait avec différentes usines pour, produire, notre produit, hein, tout simplement pour produire Inratis. Oui, donc des façonniers, qui ont pignon sur rue sur les compléments alimentaires notamment? Pignon sur rue, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des spécialistes, de notre forme galénique, donc de pastilles effervescentes, puisque c'est un format très particulier qui est très fragile et très dur à produire, surtout en bonne qualité. Et il y a des conditions effectivement, de réglementation et de process de qualité, en fait. Et puis même en termes de solubilité, pour faire en sorte que les principes actifs, se dissolvent bien dans l'eau et que ça fasse pas une Exactement. espèce de dépôt, ou une espèce d'écume pas très jolie. Ouais. J'imagine que c'est assez technique. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que voilà, il faut vraiment se faire accompagner des experts. Donc nous, on passe par des usines qui produisent, ce type de forme galénique dans le monde entier. Et voilà, c'est super important, hein. On n'a qu'un produit, donc il faut qu'il soit parfait, sinon, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pas forcément fabriqué en France? Non, c'est pas forcément fabriqué en France. Aujourd'hui, on est 100% fabriqué en Europe. Idéalement, ça va rester comme ça. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de notre développement. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir délivrer, une solution, apporter une solution d'hydratation aux gens qui en ont besoin. Heu, donc avec le meilleure qualité et voilà, il faut avoir le stock, il faut pouvoir fournir et puis on a pour projet aussi de s'expandre à l'international. Donc forcément, si, un jour on vient à se développer, aux États-Unis par exemple, certainement qu'on aura des façonniers et des usines, aux États-Unis. D'accord. Ouais, on parlera du marché américain après parce que je sais que ce marché est, plus avancé qu'en Europe, là-bas. Ouais. Mmh. Et pour, compléter sur la composition des produits, sur les parfums que tu évoquais et notamment les hors série ou les séries limitées, comment ça se passe au niveau du choix des goûts? C'est fait à partir d'études consommateurs? Qui est-ce qui décide, de lancer un pomme cannelle plutôt qu'un framboise cassis? Alors, bah, au début, c'est moi et mon associé, on n'a pas les moyens de faire, une étude consommateur et puis on n'a pas de clients non plus au début. Donc les 3 premiers goûts, puisqu'on on lance directement Hydratis avec 3 goûts, puisqu'en fait, nous, on part du constat que voilà, il faut avoir la meilleure solution, d'hydratation, donc la plus efficace, mais que si elle n'est pas agréable à boire, le plaisir, en fait, est très important, dans l'acceptabilité de la solution. Et donc, on décide dès le début de développer 3 goûts et c'est fruits des bois, pêche et citron fleur de sureau. Et aujourd'hui, ce sont toujours nos 3 best-sellers. Donc voilà, ce sont des parfums tout simplement mainstream qui vont plaire à la plupart des gens. Et puis aujourd'hui, on s'amuse un petit peu plus puisque l'été dernier, on a sorti pastèque et encore avant coco. C'est des produits et des goûts qui plaisent beaucoup. Mais voilà, les goûts et les couleurs, ça dépend des gens. Donc forcément, c'est peut-être un peu moins grand public. Très bien. Maintenant, je veux bien qu'on parle du marché de l'hydratation qui est votre créneau et le marché sur lequel vous êtes, positionné, qui est, une vraie tendance, hein, qu'on voit se développer en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très avancé aux États-Unis. Moi, j'étais, aux États-Unis à titre personnel l'année dernière et j'ai vu à quel point les rayons autour des concepts hydratation étaient très développés et puis il y a même des campagnes d'affichage en 4x3 sur ces thématiques-là, sur le marché qu'ils appellent les electrolytes, les électrolytes là-bas. Voilà, est-ce que tu peux nous partager comme insight sur ce marché de l'hydratation? Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce marché spécifiquement et qu'est-ce qui vous inspire? Ouais. Bah, c'est assez intéressant et donc c'est assez bien que tu connaisses justement les électrolytes à l'étranger, puisque nous, justement, on a découvert ça en Australie, lors d'un voyage avec mon associé et quand on s'est renseigné sur la thématique de l'hydratation, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'en France, il y avait pas vraiment de marché. Heu, la problématique était pas vraiment adressée, mais même pas seulement d'un point de vue, solution, mais d'un point de vue aussi, sensibilisation sur la thématique. C'est-à-dire qu'on sensibilise beaucoup les gens
à une meilleure alimentation, plus saine, plus variée. Et pourtant, l'hydratation, c'est pas le cas. On va, pendant les périodes de canicule, essayer de sensibiliser les gens à boire plus d'eau. Mmh. Or, l'hydratation, ce n'est pas uniquement boire de l'eau. D'ailleurs, sur le site Amélie, on peut le voir, hein, on peut regarder comment ils définissent une déshydratation. C'est une perte en liquide et en minéraux, une carence en liquide et en minéraux. Et donc, en fait, pour se réhydrater correctement, on a besoin des deux. Alors, bien évidemment, dans une alimentation saine, équilibrée, variée au quotidien, donc avec une bonne prise hydrique et des légumes, par exemple, et des fruits, c'est là qu'on va retrouver les minéraux principalement. On est censé avoir une bonne hydratation. Malgré tout, parfois ça arrive sur une journée, une semaine, de mal s'alimenter. Et d'ailleurs, en plus, les fruits et les légumes aujourd'hui sont quand même assez pauvres en minéraux, dû à une certaine forme d'agriculture intensive. Et donc, parfois, c'est pas tout le temps suffisant et on peut se retrouver en carence avec une faible déshydratation, même chez nous, voilà, en France, dans notre pays. Et ça va se traduire par plein de petits symptômes. Voilà, on va avoir des maux de tête, baisse de concentration, fatigue, même changement d'humeur, des crampes. Et en fait, boire de l'eau ne va pas réhydrater instantanément le corps. C'est quelque chose de très fragile. Ça a besoin de temps. Et donc là, Hydratis, justement, va permettre cet apport en minéraux, en fait, en juste dosage dans l'eau, va faire une solution qui permet au corps de se réhydrater plus rapidement et plus efficacement. Ça, c'est quelque chose, c'est un concept scientifique qu'ont bien compris les gens qui font des boissons pour les sportifs. Parce que le concept de base des boissons isotoniques qui sont chargées en sels minéraux pour compenser les pertes liées à la transpiration, mais également pour favoriser la fixation de l'eau. Là c'est juste que vous démocratisez ce concept-là au très très grand public, c'est ça? Oui, alors effectivement, c'est très connu dans le sport. On va retrouver plein de formes de solutions isotoniques, hypotoniques dans le sport, sous forme liquide, de poudre ou même de pastilles effervescentes. La différence, c'est que ces solutions vont être très chargées en minéraux et en sucre. Puisqu'en fait, on va s'apparenter souvent à des boissons d'effort. Ça va être aussi beaucoup plus chimique. En fait, on s'adresse aux sportifs. Et en général, le marché du sportif s'adresse à la surperformance. Donc, même des sportifs qui s'entraînent souvent, parfois, ne prennent aucun complément parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette communication et dans ce positionnement. Nous, Hydratis, on va vraiment uniquement s'adresser à l'hydratation. Donc, il n'y a pas plus de sucre. Les minéraux, ils sont dans un dosage vraiment suffisant pour que le corps se réhydrate correctement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, autant des sportifs de haut niveau que les sportifs de dimanche vont pouvoir s'en servir que quelqu'un qui va faire une petite soirée le vendredi ou le samedi soir. Mmh. Et la cible des seniors, comment vous en êtes venu à vous intéresser à elle? Parce que pour le coup, c'est assez éloigné de l'étudiant qui fait la fête le jeudi soir. Ouais, alors les seniors, alors tout simplement, on sait déjà que c'est une cible plus fragile, c'est une population plus fragile qui est naturellement moins bien hydratée. Et en fait, très tôt dans le projet, on a eu la chance de rencontrer la Croix-Rouge française, qui venait de lancer son accélérateur, l'accélérateur 21. Et on a travaillé en fait dans leurs locaux au tout début du projet avec mon associé. Et en fait, ils nous ont parlé de leurs problématiques puisque la Croix-Rouge française possède un certain nombre d'EHPAD en France. Et en fait, la déshydratation en EHPAD, ça représente le 5e poste de dépense. Donc là, c'est une approche financière, mais ce qui veut dire que c'est une des premières quand même problématiques à prendre en charge dans les EHPAD. Donc en fait, tout simplement, voilà, on s'est rendu compte que notre solution actuelle, Hydratis, s'adaptait aussi aux seniors, parce qu'on n'a pas de contre-indication particulière, si ce n'est insuffisance cardiaque, rénale, femme enceinte et un peu diabétique. Mais encore une fois, c'est sous contrôle médical. Donc en fait, c'est une solution qui s'adapte très bien aussi aux seniors, même en EHPAD. Ouais, donc y compris ce qu'on peut appeler le grand senior dépendant qui lui est en EHPAD? Voilà, de toute façon, ce sont des résidents qui sont surveillés, hein, donc ils sont suivis, ils prennent déjà un certain nombre de médicaments, donc forcément, il faut voir si c'est adapté ou pas. Donc ça peut être du cas par cas. Mmh. Et la jeunesse du concept et l'idéation de l'entreprise, c'est né de l'expérience personnelle que vous avez eue avec ton associé en Australie, hein? Ouais, exactement. Donc en fait,
clairement, nous, on a découvert sur le terrain le pouvoir des solutions de réhydratation, puisque on était en trek en Australie et en fait, on souffrait de déshydratation. Pourtant, on avait de l'eau. Et un Australien en fait nous a donné une solution chargée en électrolytes qui nous a permis de nous réhydrater. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, c'est très rapide, hein. On se sent mieux au bout de quelques dizaines de minutes, 20, 30 minutes. Euh, donc voilà, c'est vraiment impactant. Vous avez des concurrents en France déjà ou, et où dans d'autres pays? Alors, en France, en fait, on crée le marché. Donc, on a un peu un monopole pour l'instant. On va trouver tout un tas de solutions connexes. Donc, c'est vrai que l'hydratation de manière générale prend de l'ampleur. Donc, on va trouver des solutions qui aident à boire, qui rendent l'eau un peu plus fun. Oui, voilà, qui sont plus des solutions aromatisantes. Voilà. C'est des concepts comme, Waterdrop, par exemple? Exactement, Mmh. voilà. Donc, et c'est là que c'est un petit peu compliqué pour nous qu'on ne fasse pas l'amalgame, c'est-à-dire qu'effectivement, Hydratis apporte du goût, et d'ailleurs, on en a plein, donc c'est quand même très visible sur notre site et dans notre communication. Mais Hydratis n'apporte pas que du goût. C'est avant tout une solution technique qui est après, bien évidemment, enrichie avec différents goûts pour ramener le plaisir dans la consommation de notre produit. Euh, et ensuite, on va retrouver, selon les occasions, différents produits qui vont être très ciblés, par exemple pour les crampes, pour les maux de tête, contre la gueule de bois. Mais encore une fois, voilà, nous, on vient traiter de l'hydratation et de ses symptômes. Mmh. Et dans les concepts américains ou anglo-saxons, il y a des marques qui sont des bons benchmarks? Ouais, alors là, par contre, il y a un marché très gros qui prend de l'ampleur toujours aujourd'hui. C'est connu depuis de nombreuses années, hein. Donc, si on va en Australie, aux États-Unis ou même en Angleterre, d'enrichir son eau avec des électrolytes et des minéraux, ça n'a rien de farfelu. Contrairement en France, quand on est arrivé, on nous demandait si on vendait de l'eau en poudre. Donc voilà, là-bas, ça ne fait pas sourire, c'est quelque chose de bien sérieux. Il y a des solutions qui sont distribuées en pharmacie, dans les grands magasins, et qui vont avoir différents positionnements. Ça peut être du lifestyle, ça peut être plus sur le sport. Donc voilà. Comment tu expliques que ce marché, américain soit plus développé que le marché européen? Alors, ils sont souvent, les Américains, en avance sur un certain nombre de sujets en lien avec la nutrition. Mais, moi, je m'étais moi-même posé la question en voyant les produits dans les points de vente, dans l'Ouest américain. Est-ce que c'est lié au climat qui fait que là-bas, ils ont déjà des épisodes de forte chaleur? Parce que dans l'Ouest américain, à Las Vegas ou ailleurs, il fait déjà plus de 30 degrés une bonne partie de l'été. Et c'est ça qui les sensibilise beaucoup à cette thématique de l'hydratation, ou c'est autre chose, culturel, recommandations médicales ou autre? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, effectivement, ça peut être culturel. C'est vrai qu'en France, on va avoir tendance à prendre plus le temps d'être sûr d'une nouveauté ou d'une solution, d'une innovation avant de s'y mettre. Donc, il va falloir beaucoup de néophytes, d'early adopters pour venir tester et approuver d'une nouveauté avant que tout le monde puisse s'y mettre. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, dès qu'il y a une nouveauté, en fait, on se pose pas vraiment de questions, et peut-être que à tort, hein, parce que peut-être qu'après justement on se rend compte de la catastrophe. Donc voilà, il y a peut-être un peu cet aspect culturel. Pour l'Australie, forcément, l'Australie, en tout cas dans les grandes villes, le sport c'est quand même presque une religion, et il fait très très chaud, donc les conditions extrêmes font que c'est vrai que de s'hydrater avec une solution adaptée est important. Mmh. Hydratis a été lancé en 2019 et d'après mes sources, la distribution était prévue initialement exclusivement en pharmacie à partir de 2020. Et en préparant ce podcast, j'ai écouté une interview où tu dis: «On est devenu DNVB par défaut». Je te laisse nous raconter pourquoi? Ouais. Alors, on commence à travailler avec mon associé courant avant l'été 2019. Et quand on décide en fait tout simplement de lancer Hydratis, parce que voilà, on voit qu'il y a une réelle problématique, de réels enjeux sur l'hydratation, euh, on se dit que le meilleur moyen pour distribuer Hydratis, c'est la pharmacie. D'accord. Pourquoi? Parce que
En fait, tout simplement, c'est une solution technique, c'est nouveau, ça a besoin d'explications, ça a besoin d'accompagnement. Et donc, le pharmacien, c'est peut-être la personne professionnelle de santé la plus proche du grand public. Il n'y a pas besoin de rendez-vous pour aller. C'est quelqu'un qui est à proximité de chez soi. Et il y en avait à l'époque, il y avait 22 000 pharmaciens en France. Donc, tout simplement, pour nous, c'était la pharmacie. On vient pas du digital, on vient pas du marketing, on n'a pas fait d'école de commerce non plus avec mon associé. Donc, toute cette ignorance fait qu'on n'a pas de schéma préconstruit. Et on se dit que c'est là qu'il faut aller. Et d'un point de vue pratique, en plus, contrairement à la GMS, quand une pharmacie nous dit non, on peut encore aller en voir un certain nombre, alors que la GMS, quand il y en a un ou deux refus, c'est très compliqué de se développer. C'est la moitié du marché. Exactement. Donc voilà un petit peu la réflexion. Et c'est là qu'on a commencé justement à développer le produit, son packaging. On allait voir les pharmaciens pour challenger, savoir si c'était quelque chose d'intéressant pour eux, s'il y avait un vrai besoin. Donc on peut aller voir aussi beaucoup de monde et se faire aider très rapidement en allant discuter avec les pharmaciens tout simplement. Et donc au début, vous êtes allés tous les deux avec vos échantillons voir directement des points de vente officines? Ouais, alors au début c'était moi surtout parce que quand on a commencé à travailler sur le projet, Théo était toujours à Sydney, donc on avait 10 heures de décalage horaire et on travaillait comme ça à distance, par mail, en visio. Alors en visio, c'était pas trop démocratisé, mais on se faisait des FaceTime. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme de travailler comme ça. Et en fait, oui, on créait en fait les packaging sur PowerPoint. On n'était pas graphiste, on connaissait pas Canva à ce moment-là, et on les collait sur des tubes de pastilles effervescentes déjà existants de d'autres marques. Et en fait, on y allait au bluff, quoi. En fait, voilà le produit, voilà le nom, voilà à quoi ça sert, voilà à qui ça s'adresse, voilà le prix. Est-ce que ça vous parle? Oui, non, pourquoi? Comment vous implantez un produit en pharmacie? Enfin, je pense que c'est quelque chose de très naturel et logique, en fait. Faut être son propre commercial. Oui, bien sûr, pour démarrer. Et donc là, Exactement. vous implantez déjà quelques premières pharmacies et puis arrive le Covid et ça vous fait changer votre stratégie de distribution, c'est ça? Alors, on reçoit le premier stock de 30 000 tubes en fin février 2020. Timing parfait. Fin février 2020, tout va bien encore, hein. Alors, Oui. si on suit les infos, je crois que ça commence à sentir le roussi en Asie. Mais en France, fin février, tout va bien. Et donc, effectivement, on commence à implanter un certain nombre de pharmacies. Peut-être 50, 100. Voilà, on le fait nous-mêmes, hein. Au début, on a peut-être un ou deux agents co multicartes qu'on a réussi à trouver grâce aux pharmaciens. On allait voir les pharmacies. Est-ce que vous avez un agent commercial qui s'occupe de vous? Est-ce que vous pouvez nous mettre en contact? Et effectivement, 2 semaines après, confinement total en France et d'ailleurs en Europe et dans le monde. Une situation inédite, hein, donc personne ne sait comment réagir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a 30 000 tubes qui sont payés parce que forcément, on est tout nouveau, on n'a aucun historique. Donc les usines, elles demandent d'être payées vraiment à la livraison, à 100%. Et donc voilà, confinement, 30 000 tubes, impossible d'aller visiter les pharmacies. De toute façon, les pharmaciens ne prennent aucun risque, hein, ils ne vont pas stocker de la marchandise alors qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver et ce qu'ils vont advenir. Et voilà, nouveau marché, zéro client. Donc on décide de créer notre premier site internet. Que vous créez là aussi vous-même, Ouais. alors pas sur PowerPoint, mais sur Non. Shopify ou je ne sais quel CMS? Ouais. Alors j'ai eu la chance de choisir le bon CMS tout de suite. Donc on avait Wix, un site vitrine au début, et puis on a fait un site Shopify pendant le confinement. Très bien. Et on a fait nos premières publicités sur Facebook. Donc c'est nous qui faisions tout sans expérience. Donc quand on avait un client qui achetait un tube à 15 € avec la livraison, c'était un peu une victoire. Mais heureusement qu'on a bien changé. Ouais. Et là, du coup, le site se met à décoller en termes de vente ou ça a pris un peu plus de temps encore? Non, nous, la première fois qu'on a décollé, c'est suite à un passage à Good Morning Business, donc sur BFM TV, le BFM Business, le matin très tôt, hein, 6 heures. Mmh. Premier live, c'est mon associé qui le fait. C'était encore Stéphane Soumy à l'époque ou? Ouais,
Ouais, d'accord. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que donc on passe en live, mon associé passe en live à 6 heures du matin. Nous, on avait rendez-vous dans une usine dans le nord de la France pour finaliser en fait la formulation d'un nouveau parfum. Et sauf que dans cette usine, on capte pas. Et quand on sort de l'usine à la pause déjeuner, en fait, moi, je reçois toutes les notifications. À cette époque-là, chaque vente, je recevais une notification sur mon téléphone. Et en fait, on a reçu des milliers et des milliers de commandes en une journée, puisque BFM a fait un article sur nous, la pastille anti-gueule de bois. Ah, donc avec le focus sur le Ouais. segment alcool, gueule de bois. Donc en fait, ils ont rédigé un article, donc pas BFM Business, BFM a rédigé un article, Inratis, la pastille anti-gueule de bois. Et donc, à mon avis, tout le monde a reçu un pop-up sur son téléphone, une notification avec l'article. Et en fait, ça nous a fait décoller. C'est la première fois qu'on décolle vraiment. Mmh. Et donc là, Sans doute. ça vous a fait découvrir, l'impact d'une surexposition médiatique, soudaine. Et du coup, je veux bien que tu nous partages ton expérience sur, le passage dans Qui veut être mon associé, qui est récent là, de ces dernières semaines, derniers mois, qui je crois vous a donné un super coup de projecteur, encore une fois, médiatique, au-delà de l'aspect financement, levée de fonds. Ouais, effectivement. Qui veut être mon associé, c'est un vrai hack aujourd'hui, je pense, pour les jeunes entreprises. Parce que ça donne une visibilité énorme, hein. On touche un peu plus de 2 millions de téléspectateurs sur une soirée, avec un focus sur notre histoire, le concept, et donc le produit, et ça pendant, je crois, à peu près 20 minutes. C'est énorme. Donc c'est énorme. Ça a une valeur, médiatique, colossale. Ouais. C'est énorme. Après, bien évidemment, il y en a qui passent très tôt dans l'émission, il y en a qui passent plus tard. Il y a des petites choses comme ça. Aussi, le fait de passer pendant la pub, c'est un atout majeur, puisqu'en fait, pendant la publicité, les gens vont continuer de se renseigner sur le concept et Mmh. donc peuvent passer à la caisse, bien évidemment. Ce qui a été votre cas? Non, Non, OK. on a raté le coche. Donc on était déçus là-dessus, mais après on était ravis du passage. On pense qu'on a fait un beau passage, qu'on a été bien valorisé. Parce qu'il faut savoir en fait qu'on passe pendant 1 heure sur le plateau. Et après, On il passe coupe. et après, alors on passe 1 heure dans les conditions du direct, et ensuite ils raccourcissent pour avoir l'essentiel et pour avoir quelque chose qui n'est pas trop long. Mmh. Euh, donc voilà, et on s'est préparé, ça a été le rush. On est passé, nous, on a tourné en septembre, mi-septembre, on est passé mi-janvier. Donc pendant ces 4 mois-là, on a travaillé sans relâche pour être prêt, que ce soit les stocks, le site internet, le SAV. Voilà, l'objectif, c'était de pouvoir répondre à la demande quelle qu'elle soit, et avec des clients contents et satisfaits du service et du produit. Donc, Mmh. parce que ça sert à rien de faire de la publicité et d'être visible si derrière, en fait, on ne peut pas délivrer correctement. Et là où vous avez été malin, enfin, tu vas me dire si c'était vraiment ça la stratégie. Moi, c'est mon analyse, c'est que vous avez stocké les pharmacies à ce moment-là. Ouais, alors effectivement, on a teasé. Alors, on peut pas le faire trop tôt parce que légalement, on signe un contrat de confidentialité. Mais on a teasé les pharmaciens le plus tôt possible pour leur demander de se préparer. Et malgré tout, tout le monde était prêt, notamment notre logisticien. Ce qui veut dire que les pharmacies qui ont appelé le lendemain du passage étaient livrées 2 jours après. Donc 2 jours après, elles avaient. Donc je crois qu'on passe le mercredi. Donc le vendredi, elles ont Hydratis en pharmacie. Et en fait, le produit sortait tout de suite. Donc ça veut dire que l'émission, elle vous a permis à la fois de faire du sell-out parce que les produits qui étaient déjà dans les pharmacies, bah, les consommateurs s'en sont emparés, mais aussi du sell-in parce qu'il y a des pharmaciens qui ont eu envie de vous référencer suite à ce passage. Ouais, exactement. Au moment du passage, je crois qu'on a à peu près 3000, 2500, 3000 pharmacies déjà. Donc, OK. ce qui est déjà assez conséquent. Ouais. Sachant que c'est des pharmacies qui sont contentes d'Hydratis, qui nous connaissent déjà pour certaines depuis quelques années. Donc ces pharmacies-là, elles sont prêtes, elles savent en parler. Et effectivement, il y a eu plein de nouvelles pharmacies qui ont tenté, qui ont testé, qui ont commandé un premier stock d'Hydratis. Et en fait, elles se sont retrouvées très rapidement en rupture de stock. Donc elles ont dû recommander.
Donc, en termes de sell-in, c'est forcément, ça nous aide, mais il faut savoir que les pharmaciens, ils se connaissent tous. Donc, quand on commence à avoir quelques milliers de pharmacies qui vendent Hydratis et il y a une forte demande, en fait, finalement, tous les pharmaciens se demandent, OK, moi aussi, j'ai envie de pouvoir vendre et proposer Hydratis. Vous avez estimé précisément ce que vous a généré comme chiffre d'affaires additionnel le passage dans l'émission? Alors, additionnel, non, parce Ou qu'on global? on est quand même en hyper croissance depuis le début pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que le passage à l'émission nous a peut-être fait gagner 1 an OK. dans le De projet. croissance. 1 an de croissance, ouais, certainement. Et tu peux nous donner quelques chiffres sur là où vous en êtes aujourd'hui en termes de points de vente, chiffre d'affaires, prévisions, et cetera? Ouais. Alors, en termes de pharmacie, aujourd'hui, il y a 5 000 pharmacies qui ont vendu Hydratis en France. Ah OK, donc ça a encore progressé parce que j'avais des Ouais. chiffres à 3 500. Ouais. Donc, on est OK. présent physiquement dans 3 500 pharmacies. Mmh. Mais comme on est aussi chez les grossistes répartiteurs, c'est-à-dire qu'en fait, si tu vas dans une pharmacie, que tu demandes Hydratis et que la pharmacie n'a pas Hydratis, elle est capable de commander en fait au grossiste répartiteur et de recevoir Hydratis en moins de 24 heures, comme les médicaments. Donc non, c'est super bien. Même, si on prend que les pharmacies où vous êtes présents en physique 3 500, Mm. on est sur une DN comme on dit, une distribution Ouais. numérique qui est digne des grandes marques de cosmétiques ou de compléments alimentaires. Ouais. Donc c'est rare d'avoir ça pour une marque aussi jeune. Alors c'est vrai, alors avec mon associé, on s'en rend pas forcément compte. Enfin, c'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais c'est que nous, on travaille au quotidien avec les pharmaciens pour en arriver là. Nous, la pharmacie, c'est notre priorité numéro 1, les pharmacies et les pharmaciens. Donc voilà, on travaille main dans la main avec eux pour en arriver là, pour les aider à mieux expliquer et à mieux recommander Hydratis. Donc voilà, et puis en plus, c'est quand même une solution. Voilà, il n'y a pas de segmentation de est-ce que c'est plus Paris, le sud de la France, les zones rurales. Tout le monde est concerné. Donc voilà, il n'y a pas de. Donc, Et pour travailler ce circuit, vous passez par, parce que là j'imagine que vous faites plus, tout seul tous les 2. Vous passez toujours par des agents, des VRP ou par un réseau externalisé, une force de vente, terrain? aujourd'hui, on passe depuis le début avec des agents co-multicartes. C'est notre modèle et on est vraiment content de ce modèle. Aujourd'hui, on a à peu près 35-40 agents co-multicartes en France. OK, ouais, ce qui est un joli maillage. Ouais. Très bien. Donc tu nous as parlé du nombre de points de vente. Est-ce que tu as des infos à nous communiquer sur le chiffre d'affaires? Alors sur le chiffre d'affaires, nous, les prévisions pour cette année, c'est d'atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, D'accord. sachant que l'année dernière, on a fait 4 millions. OK. Et sur le mois de janvier, on a fait quand même un fois 6 par rapport à janvier de 2023, OK. Grâce à l'émission? grâce à l'émission. OK. Ouais, c'est magnifique. Et là, les 10, vous êtes alignés pour le faire, ça se passe bien pour l'instant? Pour l'instant, ça se passe très très bien. D'accord. Et là, donc cette surexposition, j'imagine qu'elle doit attirer également potentiellement des acquéreurs, non? Vous n'avez pas eu encore des propositions de rachat de la marque? Alors certainement, en fait, forcément, il y a des gens qui se renseignent. On est contacté aussi. Le truc, c'est qu'on ne fait pas les rendez-vous, donc ça va pas très loin. Puisque aujourd'hui, en fait, on n'a pas un besoin particulier de lever pour pouvoir maintenir l'activité et la croissance. Voilà, nous, encore une fois, l'objectif avec Théo, mon associé, c'est vraiment de devenir la référence sur la thématique de l'hydratation et d'apporter une solution, mais aussi sensibiliser autour de cette thématique. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas besoin justement d'aide financière pour nous accompagner là-dessus. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas levé de fonds, si ce n'est les 400 KE qu'a investi, Kelly Massol, là, l'une des entrepreneurs qui veut être mon associé. Alors, oui, oui, effectivement, sur qui va être mon associé, on a accepté le deal de Kelly. Voilà, maintenant les avocats, discutent toujours ensemble Ah, pour, c'est pas closé, ah oui, parce que l'émission est, ouais, d'accord. C'est une promesse d'investissement, mais il y a quand même des discussions, bien sûr, en fait, après. si tu veux, pendant le plateau, les investisseurs ne sont vraiment pas au courant de ce qui les attend.
Donc, Oui, quand ils arrivent sur le plateau, ils découvrent vraiment oui. la scénographie, le décor. Et ils ont 1 heure, en fait, même pas, hein, pour poser les questions et se faire une proposition. Donc, bien évidemment, après, il y a les choses sérieuses qui s'entament avec des due diligence et les avocats qui font le travail. D'accord, donc c'est en cours. Exactement. OK. Donc ça veut dire que là, si vous arrivez à vous débrouiller relativement tout seul, bootstrap comme on dit, c'est que vous êtes rentable déjà? Ouais, nous, on est rentable depuis le début. OK, super. En fait, voilà, encore une fois, on n'a jamais eu cette approche de levée de fonds. Alors, on a toujours eu beaucoup d'ambition et de toute façon, l'hydratation, voilà, ça touche toute la France, toute l'Europe et le monde entier. Donc, il y a du boulot. Mais on a plus une approche commerçante, c'est-à-dire qu'on a une problématique, un produit, un client. Et en fait, là-dessus, il faut être rentable. On a toujours eu cette approche très pragmatique et c'est pour ça qu'on est rentable depuis le début. Mmh, Après, c'est tous les très modèles ne bonne. s'y prêtent pas. Tous les Oui, modèles ne c'est s'y vrai. prêtent pas. C'est aussi parce que vous avez eu, une énorme traction commerciale dès le départ et puis que la pompe s'est amorcée très, très vite. Exactement. Voilà. Je vais rembobiner un peu pour que tu nous parles de ton parcours et notamment de ton parcours entrepreneurial. Je disais tout à l'heure que tu avais un parcours qui était très atypique. Tu as un BEP de cuisine, tu es passé par l'événementiel, l'hôtellerie de luxe et la promotion immobilière. Donc, c'est-à-dire rien à voir avec la pharmacie, tout ça. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une start-up qui vise les 10 millions d'euros d'ici la fin 2024. Comment est née et comment s'est développée cette fibre entrepreneuriale? Je me suis souvent posé la question, longtemps en tout cas, hem et je pense que j'ai la réponse. En fait, si tu veux, mes parents étaient cavistes chez Nicolas. D'accord? Donc j'étais souvent donc les cavistes chez Nicolas, hein, c'est enfin commerçants disons, hein, c'est du mardi au dimanche matin, C'est-à-dire 13h. qu'ils avaient leur boutique, à la Ouais, franchise Nicolas? exactement. Alors c'est OK. pas vraiment un C'était système de peut-être pas une franchise, franchise, mais oui. mais ils sont gérants en fait d'une boutique pour le compte de D'accord. Nicolas. OK. Donc une cave à vin. Et donc forcément, c'est des grosses journées. Et moi, j'étais souvent au magasin avec eux de tout petit à adolescent. Et je les aidais même à travailler au magasin et parfois à les remplacer à certains moments. Et donc, en fait, c'est une micro-entreprise, hein. Enfin, même pas une micro-entreprise, c'est une entreprise C'est une puisque entreprise? il faut ouvrir la boutique, préparer sa caisse, préparer ses linéaires, accueillir le client, vendre, conseiller. Et puis à la fin, il faut clôturer la caisse, fermer la boutique. Et ça tous les jours. Donc en fait, finalement, consciemment ou inconsciemment, ils m'ont inculqué ça. Et les émissions qu'on pouvait regarder à la télé, c'était Thalassa et Capital, et on voit beaucoup de chefs d'entreprise dans ce genre d'émissions. Donc je pense que voilà, ces deux composantes m'ont un peu mis sur la voie. Après, il y a peut-être une question de caractère aussi, bien évidemment. Euh, Alors c'est quoi le caractère pour être entrepreneur? alors, je dis pas qu'il faut un caractère en particulier pour être Ou en tout entrepreneur. cas le tien? Je pense que l'indépendance et la liberté sont deux traits de caractère très forts chez moi. D'accord. Le désir de liberté. Mmh. Ouais. Après, la liberté, c'est un prix et elle n'est pas la même pour tout le monde. La liberté d'un entrepreneur, pour peut-être beaucoup de gens, ce serait à l'opposé d'une forme de liberté. Donc, c'est très personnel, hein, malgré tout, hein, la liberté. Oui, oui. Et parfois la liberté, dans l'entrepreneuriat est une illusion. Oui, mais on s'en rend compte très vite, c'est-à-dire qu'on crée une entreprise dont on est le créateur à l'initiative. Et en fait, au bout de quelques années, on se rend compte qu'on est justement, on travaille pour sa boîte. C'est pas la boîte qui travaille pour soi. Tout à fait. Et si tu n'avais pas entrepris dans le secteur de la nutrition, de la santé, tu aurais aimé faire quoi d'autre comme, secteur de prédilection? Pas de secteur prédéfini. Non, oui, tu avais pas d'idée Non. préconçue à la base, c'est l'opportunité et l'insight personnel qui t'a emmené sur ce secteur-là? Ouais, je pense que en fait, à chaque étape et à chaque changement de voie, entre guillemets, il y a une logique. La restauration, c'était parce que j'étais en échec scolaire et que mon père a travaillé sur les bateaux de croisière très jeune et a fait le tour du monde. Donc, c'est un métier qui n'a pas de frontières. Donc, on est très libre. On peut trouver du boulot partout.
L'immobilier, c'est parce que je voulais changer de secteur, que je me renseignais sur l'investissement immobilier. Donc, ça me plaisait déjà naturellement. Je passais déjà naturellement du temps dessus. Et ça faisait partie quand même de compétences que j'avais, qui est le relationnel, la vente. Et ensuite, Hydratis, bah, là, en fait, on découvre une problématique quand même assez importante. Donc ça, c'est d'un point de vue concept. Mais ensuite, d'un point de vue entreprise, c'est quelque chose en fait qui vient nourrir le fait que dans l'immobilier, j'avais pas cet aspect scalable qui était important pour moi. C'est-à-dire que je voulais pas travailler pour des projets qui avaient une finalité et les recommencer, les dupliquer ou les étendre. Je voulais vraiment construire une entreprise qui a la capacité de s'expandre. Mmh. Et justement, dans l'expansion, c'est quoi ta vision de l'entreprise à 3 à 5 ans? Vous allez rester sur le créneau ultra spécialisé de l'hydratation ou vous allez stretcher la marque sur, le bien-être en général, la nutrition en général? La vision aujourd'hui, c'est vraiment nous, la vision d'Hydratis, c'est d'être la référence et les spécialistes de l'hydratation. Pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé. Et donc, bah, forcément, hein, c'est d'agir en France, en Europe, et après, on verra. Je ne sais pas si on pourra déjà sortir de l'Europe, aller au-delà de l'Europe à 5 ans, mais c'est la vision. Par exemple, les États-Unis, ça pourrait être, un eldorado pour vous? Ouais, Ouais? les États-Unis, mais en fait, on a déjà tous les continents qui nous ont contactés. Ah oui, L'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, des et ils ont distributeurs qui cherchent aimeraient vous distribuer, géographiquement là-bas? exactement. Mmh. En fait, ils ont des problématiques et qui peuvent être différentes. Oui. Donc voilà, maintenant, on peut pas faire n'importe quoi. Donc parfois, vaut mieux être un petit peu frustré et prendre son temps et rester focus. Ouais, tout à fait. Pas trop se disperser, et puis parce que ça demande aussi des investissements à un moment donné, d'avoir des capacités aussi à produire plus grandes et cetera, donc faut pas brûler Ouais. les étapes, ouais. Et c'est là qu'on peut perdre sa rentabilité. Oui, 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 à cause des investissements. Et justement pour t'accompagner dans ce développement de la fibre entrepreneuriale, tu as été lauréat du réseau Entreprendre, Île-de-France, j'imagine? Paris. Paris, d'accord, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement entrepreneurial? Alors j'aime bien parler du réseau Entreprendre parce que j'ai beaucoup de mes invités qui sont passés par là. Ok. C'est normal parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et moi-même je suis un ancien lauréat du réseau Entreprendre et D'accord. membre actif donc Ok. j'aime bien parler de cette association. Très bien. Bah, on est avec mon associé, on est membre maintenant aussi. Alors pas trop actif pour l'instant parce que Hydratis nous donne beaucoup déjà de challenge. Mais alors, bah, Réseau Entreprendre, on les a rejoints pendant le Covid, fin du premier confinement, il me semble. Et c'est un vrai plus. Je pense que c'est une nécessité de toute façon pour un solo entrepreneur ou les entrepreneurs de manière générale de rejoindre un réseau. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que Réseau Entreprendre Paris. Maintenant, les valeurs et la dynamique de Réseau Entreprendre, sachant qu'ils sont partout en France, hein, est très intéressante. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner parce que forcément au quotidien, on vit des choses quand même très complexes. On peut très rapidement se retrouver seul face à ces problématiques et on peut pas les challenger avec son entourage forcément. Donc c'est important d'avoir justement des experts, des pairs autour de soi qui vont venir bah, déjà nous faire comprendre qu'on n'est pas seul à vivre ça. Déjà, c'est un soutien mental. Et ensuite, ça peut être un soutien en termes de compétences ou d'expérience. Et le mentor qui vous a accompagné pendant 2 ans, il avait des compétences ou des expertises particulières, dans votre secteur? On en a eu deux. On a eu un mentor, le premier plus spécialisé sur la partie technique et scientifique OK. du produit. Et on en avait un autre qui était lui plus sur l'aspect distribution. Très bien. Ouais, donc c'était, enfin, c'est pas forcément la finalité première du mentor parce qu'il est surtout là pour vous faire prendre du recul et Exactement. vous partager son expérience entrepreneuriale, mais si en plus il a quelques compétences utiles au projet, bah, c'est toujours bon à prendre. C'est ça. Mmh. Exactement. Ouais. Bon, bah, très bien. Bah, espérons qu'un jour vous ayez le temps et la bande passante pour vous-même devenir, accompagnateur parce que j'imagine que vous aurez beaucoup de valeur ajoutée à apporter à votre ou à vos lauréats. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire déjà quand les gens nous posent, des questions et je pense que c'est important de rendre et aussi de pouvoir,
échanger comme ça avec des entrepreneurs et apporter son expérience, hein, parce que on peut parler de compétences et d'expertise, mais c'est avant tout une expérience qu'on a vécue et traversée. Ça permet aussi de confirmer de nouveaux acquis. Mmh. Parce qu'on s'en rend pas compte au quotidien, ça va tellement vite. Tous les jours, on fait tellement de nouvelles choses et on gère tellement de nouveaux problèmes au quotidien qu'on se rend pas forcément compte de ce qu'on arrive, de ce qu'on est capable aujourd'hui de gérer. Mmh. Et là, tu l'as bien souligné, le côté rendre, give back, il est super important au réseau Entreprendre puisque c'est l'une des valeurs fondatrices, c'est la réciprocité. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de la mettre en œuvre, prochainement. Et pour finir, tu es également cofondateur du club Startup Pharma. C'est une initiative assez récente, hyper intéressante, avec une forme de continuité, avec votre expérience également. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors là, c'est clairement, il y a eu un besoin. C'est-à-dire que comme on marche bien en pharmacie, on est énormément contacté sur ce sujet-là. Et en fait, on s'est dit, pour faciliter peut-être cette approche et accueillir en fait tout le monde et pouvoir. Enfin, il y avait une vraie demande en fait. Donc, on s'est dit peut-être, pourquoi pas créer un club. Donc, ça a commencé simplement par un groupe Slack. Et puis, ça s'est formalisé puisque aujourd'hui, en fait, on a Michael Cohen qui est un pharmacien qui nous aide, qui a rejoint, donc on a créé une vraie structure, hein, qui est le club Startup Pharma. C'est quoi? C'est une association? Non, c'est une entreprise. Ah, c'est une C'est une entreprise. entreprise, OK, voilà. Aujourd'hui, il y a des événements qui sont créés avec des ateliers, justement pour aider les jeunes marques à se lancer en pharmacie ou à se développer en pharmacie. hyper intéressant. Et du coup, l'entreprise, elle a un rôle de conseil, enfin, c'est que son business model, c'est de faire du consulting pour les startups qui veulent aller dans la pharmacie ou inversement pour les, groupements ou enseignes de pharmaciens qui veulent référencer des marques? Alors, oui, l'idée justement, elle est de rapprocher un peu ces nouvelles marques qui peuvent être innovantes avec les pharmaciens, les groupements. Donc d'avoir un rôle de facilitateur. Sur le business model, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Voilà, encore une fois, là, on a lancé ça parce que il y avait une demande. Et c'est super de pouvoir se retrouver, hein. Je pense que on en revient un peu comme à Réseau Entreprendre. Il y a certaines problématiques et besoins, on les vit tous. Donc autant se réunir pour se faire gagner du temps et éviter les erreurs. Mmh. Ah, super intéressant. Mais écoute, on en arrive à l'heure de la question signature du podcast. Si je te dis: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait», qu'est-ce que toi tu as réalisé d'impossible dans ta vie? Bonne question. On a tendance à minimiser. Je l'avais pas la question C'est la surprise de fin. de fin, la surprise de fin. Impossible? Non, je sais pas. J'ai rien qui me vient comme ça. Hem, Peut-être te suggérer quelque chose parce qu'effectivement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, toi, tu le nez dedans et ouais. tu minimises et tu vois peut-être pas la réalisation. Mais je pense que lancer une marque, une nouvelle marque en pharmacie, de compléments alimentaires, de nutrition, qui fait, 4 000 000 € en 4 ans, ça, c'est impossible, oui. Ouais, mais bon, ça l'est Ouais, non, mais aujourd'hui. c'est oui, Donc bien sûr. ouais. Hem, non, mais en fait, si tu veux, quand on a décidé de lancer Hydratis avec Théo, on était peut-être fous et ignorants, mais on était convaincus du succès. Alors que rien n'existait. On le sentait. Enfin, vraiment, c'était quelque chose. Alors peut-être qu'on était complètement fous et que d'ailleurs le futur nous aurait donné tort très rapidement. Aujourd'hui, en tout cas, le futur pour l'instant nous donne raison. Et voilà. Après, ça met beaucoup plus de temps que prévu. Mais la magie aussi de lancer un projet au tout début quand rien n'existe, c'est que tout est possible. Oui, complètement. Et ce qui est très intéressant et du coup, ce sera un peu, la synthèse et la conclusion de cette discussion, qui était super, passionnante. C'est que vous êtes arrivé sur un nouveau marché avec un nouveau marché pour vous, un nouveau marché à créer quand même par ce segment et vous êtes arrivé avec un regard neuf complètement novice. Donc complètement dépourvu, dépouillé de des a priori que peuvent avoir les acteurs qui, au contraire, eux, connaissent très, très bien et je trouve ça toujours hyper intéressant quand des entrepreneurs sont pas du tout du sérail et arrivent avec un regard neuf, avec un brin de folie et d'inconscience
conscience, parce que c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat et la beauté de la citation que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que quand on est inconscient et qu'on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, du coup, on suit son projet, on suit sa conviction et on va jusqu'au bout et ça finit par se réaliser. Ouais, non, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être même un conseil. C'est bien de regarder ce qui se fait, mais le problème aussi de trop regarder, c'est d'être influencé et d'être juste un simple imitateur plutôt que d'apporter quelque chose de vraiment nouveau. Par contre, il y a peut-être une surprise dans le projet mais qui est arrivée très tôt et qui est quand même une fierté. C'est que bien évidemment, de manière un petit peu inconsciente, on souhaitait développer une solution pour répondre à la problématique de l'hydratation. Sauf qu'en fait, c'est quand même aller beaucoup plus loin. Et moi, je me rappelle encore aujourd'hui d'un des premiers mails qu'on reçoit d'un client qui a acheté sur notre site internet, qui est quelqu'un qui nous dit qu'on lui a révolutionné son quotidien puisqu'il est atteint d'une maladie chronique, qu'il est déshydraté, qu'il a des problèmes dus à la déshydratation de manière quotidienne et que jusque maintenant, sa seule solution, son médecin lui préconisait de chaque matin de mélanger du sel et du sucre dans sa bouteille d'eau d'1,5 litre. Donc, je vous invite à le faire pour tester. Bon, prenez un verre, ça suffit. Mais voilà, ça, c'est une réelle fierté, puisqu'en fait, Hydratis, au-delà d'être une marque, un produit distribué en pharmacie, ça a un vrai impact sur le quotidien des gens. Ça peut être simplement le lifestyle, dans le sport, l'énergie, le bien-être au quotidien, mais ça peut être aussi des sujets beaucoup plus sérieux, comme chez les seniors ou l'oncologie ou certaines maladies chroniques. Donc, c'est véritablement utile au bien-être, voire à la santé des gens. Exactement. Bon, écoute, super intéressant. Merci à toi pour toute cette discussion, Jérémy. On a passé un bon moment et je pense qu'on a éclairé nos auditrices et nos auditeurs sur l'intérêt de bien s'hydrater et de pas uniquement bien manger. Donc, je suis ravi qu'on ait abordé cette thématique de l'hydratation. On l'avait jamais fait dans le podcast. Ravi aussi de découvrir qu'on peut créer une boîte from scratch sans forcément mettre des millions sur la table. Il faut juste que ça décolle et que ça marche bien. Et puis, de voir aussi la puissance, en effet, d'arriver avec un œil neuf sur des marchés et de les développer avec beaucoup de conviction comme tu l'as fait avec ton associé Théo. Merci infiniment pour ton temps et pour ton partage d'expérience, Jérémy, et je souhaite longue vie à Hydratis en France et partout ailleurs. Merci Grégory, merci pour l'invitation, c'était chouette. Merci à toi. Donc, en conclusion, je voulais redire à toutes les personnes qui nous écoutent, déjà les remercier de nous écouter, de s'inspirer grâce à tous ces épisodes. Donc, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à mettre des commentaires et des bonnes notes sur les plateformes de streaming par lesquelles vous les écoutez. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Ocha et les autres. Ça permet de faire connaître un maximum de monde tous les chouettes invités qu'on reçoit dans le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et une très très bonne journée à tous. À bientôt.